Merci beaucoup. Donc, juste deux mots pour vous dire qu'effectivement, le thème qu'on aborde aujourd'hui est un thème qui a été souhaité, je dirais au départ, par une série de personnes qui ont assisté à des activités que la BLA avait organisées à différentes occasions, dans différents lieux, où chaque fois, et presque quel que soit le sujet abordé, donc des sujets qui éventuellement n'avaient rien à voir, à un moment donné, c'est ce thème-là, de l'origine de l'univers, qui était mis en avant. Alors on s'est dit vraiment, on va l'aborder une fois pour toutes, enfin une fois pour toutes, on va l'aborder de manière frontale, par exemple, mais de manière frontale, de manière à ne plus tourner autour du sujet, et en essayant d'apprécier de la manière la plus précise possible ce qu'on peut dire à ce sujet. Alors, ici, en l'occurrence, Dominique Lambert, il est physicien, je dirais, d'abord, et philosophe ensuite. Il a donc les deux casquettes. Il est prof à l'Université de Namur, et il a des tas de titres. Il est, j'ai vu, vice-président de la Société nationale de logique et de philosophie des sciences. Ah bon, c'est fini? Bon, d'accord. Il l'a été, mais il est toujours actif dans cette société. Il a aussi des préoccupations éthiques. Il est membre du Centre interdisciplinaire de droit, éthique et société. Je ne vais pas vous faire la liste de ses diplômes, c'est pas la peine. Mais il a quand même aussi, si vous voulez, il s'est risqué à des approches ou des mises en parallèle tout à fait intéressantes, comme celle qu'il a faite avec Jacques Reis entre Darwin et le maître. Il a aussi eu des intérêts du côté de la biologie, en publiant Comment les pattes viennent au serpent. Donc je vais m'arrêter là en disant que l'œuvre, je dirais qu'on peut retenir par rapport au sujet aujourd'hui, c'est quand même Un atome d'univers, la vie et l'œuvre de Georges Lemaître, édité chez Lexus en 2011. Je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui Dominique Lambert comme le spécialiste de Georges Lemaître aujourd'hui, probablement celui qu'il connaît le mieux. Donc, moi, je ne serai pas plus long, et c'est avec beaucoup de plaisir que je lui cède la parole. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Et je voudrais dire aussi, je voudrais vous remercier l'association pour me faire ce plaisir et cet honneur de pouvoir partager quelques idées avec vous sur ce thème très important et sur les idées de Georges Lemaître. Bon, je suis un des spécialistes parce qu'il y en a beaucoup autour de moi. Alors, pourquoi j'ai choisi, évidemment, pourquoi on pourrait choisir spécifiquement Georges Lemaître pour traiter de ce problème-là? Non seulement parce qu'il est l'un des pionniers de la cosmologie contemporaine, aux côtés d'Einstein, de Sitter, mais aussi Gamow, et l'Agence spatiale européenne a reconnu en 2014 ses contributions en attribuant son nom au 5e véhicule ravitailleur de la Station spatiale internationale. Le 4e véhicule, ATV4, portait d'ailleurs le nom d'Einstein. Donc, en fait, Lemaître est reconnu comme un des grands noms de la cosmologie contemporaine. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est toucher à la fois quelques aspects, disons, scientifiques, mais aussi voir, puisque c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui, les interactions avec un certain nombre d'idées philosophiques et ses convictions. Alors, bon, vous savez, je ne vais pas refaire la biographie de Lemaître, mais donc vous savez que Lemaître est né en 1894 à Charleroi, et après avoir fait trois premières années en ingénieur à Louvain, la guerre a éclaté, et à ce moment-là, Lemaître interrompt ses études, donc il va passer la guerre sur le front de l'Isère, et durant cette période-là, il va énormément lire, ce qui est d'ailleurs
quelque chose d'assez étonnant. On sait par des correspondances qui ont été retrouvées dans les années 90 que le maître lit par exemple énormément d'ouvrages et de contributions de Poincaré. Et en particulier, on a conservé aux archives à Louvain-la-Neuve un des livres qu'il a lu sur le fond. D'ailleurs, vous voyez ici, donc c'est Électricité et optique, et on voit ici le maître Georges, 39e batterie d'artillerie, Isère, janvier 1916, et on voit qu'il a, jour après jour, refait les calculs, et il indique la position de sa batterie sur le front. Alors, le maître va certainement retirer de cela une formation scientifique solide, mais en même temps, il lit les premiers livres de la Genèse et il essaye, dans une entreprise que l'on pourrait caractériser de concordiste aujourd'hui, il essaye de faire des passerelles ou des interprétations de la Genèse sur base de ce qu'il lit en sciences. Alors, ces intérêts sont effectivement déjà à l'époque des intérêts cosmologiques, puisque un de ses frères d'armes, dans son journal, dira, le 17 avril 1917, « Le maître changera toute la science, il bâtira une puissante et merveilleuse cosmogonie. » C'est l'époque où il n'a pas encore étudié la moindre chose en relativité, bien entendu, mais il a un intérêt pour ces choses-là. Alors, le maître, donc à cette époque, écrit une espèce d'essai intitulé « Les trois premières paroles de Dieu », dans lequel il essaye de faire une interprétation des versets de la Genèse sur base de la science qu'il croit comprendre ou qu'il comprend à cette époque-là. Et le maître est un homme qui est interagi avec beaucoup de personnes et il décide à un certain moment d'aller, pendant ses permissions, rencontrer l'écrivain Léon Bloy, l'écrivain catholique polémiste bien connu, qui occupait à ce moment-là la maison que Peggy lui avait laissée avant de mourir. Et en fait, il entreprend d'aller discuter avec Léon Bloy de ces questions. Et là, c'est la douche froide, si vous voulez. Léon Bloy lui dit, mais enfin, cet essai, les trois premières paroles de Dieu, ne tient absolument pas la route. Il s'agit vraiment d'un concordisme naïf. Vous feriez mieux d'aller étudier plus sérieusement les questions philosophiques et théologiques et scientifiques, mais ne plus faire ce genre de choses. Alors, le maître, dans les correspondances qui sont conservées à la KUL, on voit que le maître a effectivement encaissé le coup, mais en même temps, et c'est une caractéristique de la psychologie de le maître, c'est quelqu'un qui est capable de changer de position et d'être ouvert à des critiques sérieuses. À partir de ce moment-là, il y a certainement quelque chose qui est changé chez le maître, parce qu'après, on ne retrouve plus du tout cette espèce de tentation concordiste, et probablement même qu'à partir de ce moment-là, il comprend qu'il faut situer autrement les questions des rapports entre science et métaphysique, science et théologie. Bon, alors, le maître finit la guerre. Comme vous savez, il ne sera pas promu officier parce qu'il avait osé critiquer ses supérieurs, leur montrant que le manuel de l'artillerie en Belgique était truffé de fautes, et donc il sera bloqué. Bon, je dis ça parce que le maître est un homme libre, c'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, c'est un homme de conviction, mais c'est un homme qui n'a pas peur des autorités supérieures, j'y reviendrai, et à la fin de la guerre, il change d'orientation. En fait, il avait fait des sciences appliquées, mais à Louvain, si on regarde les résultats de le maître en ingénieur, on voit que, il y a une tendance à la décroissance en fonction des années. On ne va pas dire heureusement qu'il a quitté, non, mais enfin, on voit que son intérêt pour les matières, disons, de sciences appliquées diminue, et il change en 1919, sur un an, donc il fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une maîtrise en maths et en physique, et il écrit un mémoire sous la direction de Charles de la Vallée-Poussin, donc le grand analyste, qui lui donne d'ailleurs comme sujet de mémoire, et peut-être d'un doctorat futur, la démonstration de la conjecture de Riemann.
Et au bout de 2 mois, voyant que son élève n'avait pas fait des grandes avancées, il lui a dit, et c'est René Lavandôme qui l'avait entendu de la bouche de Lemaître, qui lui a dit, si vous n'êtes pas capable de démontrer la conjecture de Lemaitre, faites plutôt de la géométrie du triangle. Bon. Alors il a changé d'orientation et il s'est intéressé de plus en plus à la physique théorique, à l'astronomie, etc. Mais Lemaître, lorsqu'il était chez les Jésuites à Charleroi, dit-il dans une interview des années 60, quand il était interviewé, il dit la même année, j'ai ressenti, quand j'étais adolescent, un double appel, celui de la recherche scientifique et celui de la vocation sacerdotale. Bon. Mais son père lui avait dit, n'entre pas tout de suite au séminaire, il vaut peut-être mieux faire des études avant. Bon, il a entendu son père et d'une certaine manière, il ne faut pas toujours obéir à ses parents, mais dans ce cas-là, il faut avouer qu'il a eu raison, parce que si vous voulez, ayant différé son entrée au séminaire, il se retrouve après la guerre dans un séminaire tout à fait peu commun. Le cardinal Mercier à l'époque avait ouvert une sorte de séminaire qui permettait à toutes les vocations retardées par la guerre de faire des études ecclésiastiques en un temps record. Donc ces gens étaient dispensés de toutes sortes d'observances et pouvaient continuer leurs occupations d'avant. Et c'est la chance de Lemaître qui se trouve donc dans cette maison qui s'appelait la maison Saint-Rongo, dans lequel d'ailleurs vous pouvez toujours aller parce que c'est un hôtel-restaurant juste à côté de la cathédrale de Malines, donc voilà. Et dans cette maison, Lemaître en fait entreprend d'étudier la relativité à l'époque, ce qui est relativement rare. Il faut quand même se mettre dans l'idée que les idées, la relativité générale 1913-1915, publiée à Berlin, donc les Alliés ont très peu de contacts, du moins du côté français, belge, etc. Mais Lemaître a la chance d'être en contact avec 2 choses. Un, la bibliothèque royale, où il va puiser les articles d'Einstein, mais il a aussi la grande chance de rencontrer Théophile de Donder. Et Théophile de Donder va avoir une influence, on ne le souligne pas assez, mais de Donder qui avait écrit à l'époque la gravité einsteinienne, la gravifique einsteinienne, et qui avait déjà autour de lui une série d'élèves, Van der Linden par exemple, qui faisait déjà de la relativité générale, eh bien, Lemaître va lire les choses, les publications de Donder, va apprendre la relativité générale au contact de Donder, et le premier papier scientifique de Lemaître, c'est sur le calcul variationnel à la manière de Donder. Donc c'est la première publication. Et il restera d'ailleurs en contact avec lui, il y a une correspondance entre de Donder et Lemaître. Et voilà ce qu'il dit en 1921. J'étais très occupé par la mise en train d'un travail que j'ai entrepris au sujet des nouvelles théories de la gravitation universelle, connues sous le nom de relativité d'Einstein, et j'ai utilisé le peu de temps que j'ai passé à Bruxelles à me documenter à la Bibliothèque royale et à délimiter un sujet d'étude précis dans ce vaste mouvement scientifique qui tend à renouveler les bases de nos conceptions du monde physique. Et maintenant que j'ai repris ma vie de séminariste, vie de paix, active, d'études, de prière, je me repose de la contemplation détaillée des vérités essentielles de la religion par l'analyse des récents efforts des physiciens pour pénétrer l'harmonie du monde, passant ainsi de l'une à l'autre des 2 extrémités de nos connaissances, de la révélation des réalités invisibles à l'admiration de la façon grandiose dont Dieu les a exprimées dans la figure de Dieu, Génie et Naran, Gloriam Dieu. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Lemaître a déjà deux facettes. Il y a 2 pôles dans ses intérêts, et il passe de l'un à l'autre, d'une certaine manière, à cette époque-là, sans ne plus penser du tout à les mélanger, en fait. Ce sont 2 occupations qui sont parallèles, et ce mémoire sur la physique d'Einstein, qui est probablement un des plus beaux résumés de la relativité restreinte, puis de la relativité générale, et du modèle cosmologique d'Einstein 1917, donc l'univers sphérique, massif et statique, la première cosmologie que Einstein avait proposée,
eh bien, le maître va les intégrer complètement. Et grâce à ce mémoire, le maître va recevoir une bourse de voyage pour aller, après son ordination, étudier à Cambridge. Alors, le maître a été ordonné en 1923 et a célébré sa première messe à Charleroi. Et le maître, juste après, va partir à Cambridge. Mais il est intéressant de savoir que, dans le fond, ce qui caractérise le maître, c'est un homme de conviction. Il faut, d'une certaine manière, avoir sur lui un regard qui, à la fois, montre une évolution, mais il y a un fond, évidemment, très grand de conviction chez le maître. Mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'au cours de son existence, le maître va de plus en plus séparer, d'un point de vue conceptuel, ses approches convictionnelles et ses approches scientifiques. Alors, il n'y a pas de doute que c'était un homme de grande conviction, et il était un prêtre, mais pas un prêtre comme tous les autres, puisqu'il appartenait à un groupe de prêtres qui avait été fondé par le cardinal Mercier, dans lequel les prêtres prononçaient des vœux de la vie religieuse, dont le vœu de pauvreté. Et donc, c'est quelqu'un qui, dans le fond, appartient à un groupe de prêtres un peu hors du commun, si vous voulez. Bon. Et d'ailleurs, le cardinal Van Rouy, qui avait succédé à Mercier, trouvait que ce groupe risquait d'être une sorte d'État dans l'État, et donc avait demandé une sorte de discrétion, si bien que longtemps, on n'a pas eu connaissance de l'appartenance de le maître à ce groupe, qui n'était pas du tout un groupe militant au point de vue politique. Bon, c'était en général des gens extrêmement, des doyens de faculté, des universitaires. On retrouve Van Steenbergen, l'historien de la philosophie du Moyen-Âge, etc. Donc on retrouve des gens de ce type-là, mais c'est vrai que ça risquait peut-être de fracturer le clergé dans cette Belgique avant la Deuxième Guerre, et donc on avait demandé une sorte de discrétion, et le maître a gardé cette discrétion, si bien que cette dimension-là n'a été retrouvée que dans les années 90, quand on a pu retrouver dans la banlieue d'Anvers, d'ailleurs, les registres de cette fraternité. Donc il n'y a pas de doute, le maître était un homme de conviction, bien entendu, mais conviction ne va pas se doubler d'une confusion. C'est ça que je voudrais dire, et il n'y a pas d'ambiguïté, si vous voulez, chez le maître, ce qui ne veut pas dire pour ça que ce n'est pas nécessaire, ça ne pose pas nécessairement un certain nombre de questions, et ça ne veut pas dire pour ça que ce n'était pas toujours, que c'était pas toujours facile chez lui non plus. Donc, il faut restaurer la complexité, mais bon, l'honnêteté veut qu'on mette en place tous les éléments du tableau. Bon. Alors, après son ordination, avec la bourse de voyage, il part à Cambridge et devient un astronome professionnel. Il suit les cours d'Eddington sur la constitution interne des étoiles, sur la relativité générale, puisque Eddington est aussi un de ceux qui a écrit les premiers beaux traités après Weil sur la relativité générale. Et le maître devient à Cambridge un spécialiste de la relativité générale et aussi un astronome. Il commence à devenir, si vous voulez, un astronome professionnel. Alors, il suit aussi d'autres cours, et j'ai dit, vous connaissez peut-être cette anecdote, mais j'ai dit tout à l'heure que c'était un homme libre, qui dit ce qu'il pense, etc. Il a suivi aussi les cours de Rutherford, de physique nucléaire. Il prononcera d'ailleurs plus tard son éloge funèbre en 1939. Et Rutherford étant très étonné de voir à Cambridge un homme avec un clergyman et venant de l'autre côté du Channel, lui a dit « Je suppose que vous vous intéressez à la physique nucléaire, je suis content de vous avoir dans mon amphi, etc. » Et lui, peut-être, vous savez, il a répondu à Rutherford « Non, 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 je suis simplement là pour parfaire mon anglais. » Donc ça, c'est typique de la personnalité de le maître. C'est quelqu'un qui, voilà, il dit ce qu'il pense. Et c'est vrai que la physique nucléaire n'a jamais été pour le maître un intérêt majeur.
ce qui va d'ailleurs, à un certain moment, poser un problème après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où l'astrophysique et la cosmologie demandent, évidemment, de comprendre la nucléosynthèse primitive, etc. Et c'est là, d'ailleurs, probablement, c'est ça qui fait la différence entre les deux pionniers de la théorie du Big Bang, si on veut, que sont le maître et Gamow. Puisque Gamow, lui, s'intéressait à la question de la nucléosynthèse primitive avec ses élèves, Méliès, Euler, etc. Alors, le maître, après Cambridge, Angleterre, s'en va grâce à une nouvelle bourse à Harvard College Observatory, et de nouveau, il est au bon endroit, au bon moment. Donc, le retard, si vous voulez, dû à la guerre, fait qu'il se trouve donc aux États-Unis à un moment décisif de l'histoire de l'astronomie, puisque c'est le moment où on commence à résoudre le fameux grand débat. L'univers est-il seulement la Voie lactée, ou bien y a-t-il d'autres structures hors de la Voie lactée? C'est le débat entre Shapley, qui, dans Harvard, mesure des distances d'objets lointains, et dans son école, il y a Miss Henrietta Leavitt, donc cette personne, cette dame qui sera après l'assistante de Hubble, et qui a découverte majeure, que, dans le fond, avec les céphéides, avec ces étoiles variables, on peut avoir une mesure de la magnitude absolue des étoiles, parce qu'elle est proportionnelle à la période d'oscillation, de pulsation lumineuse. Et donc, ayant un accès à la magnitude absolue, on a accès à une mesure de distance, et c'est à ce moment-là qu'on commence à se rendre compte que les objets qu'on croyait être des nuages de gaz, les nébuleuses, certaines nébuleuses, sont en réalité des galaxies. Et c'est de cette époque-là que, d'une certaine manière, l'univers devient, entre guillemets, plus grand que ce qu'on croyait, et Shapley donc, triomphe de Curtis dans ce débat qu'on appelait le grand débat, et le maître se trouve justement à Harvard à un moment où on étudie ces céphéides, et le maître publiera lui-même un papier sur les céphéides. Il se trouve d'ailleurs, il rencontre dans cette occasion d'ailleurs Cox, qui sera un des astronomes de cette université, et avec lequel il gardera une relation très, très forte d'ailleurs. Cox lui-même, c'est lui qui invitera le maître ici à l'ULB dans les années 50, si je me souviens bien. Alors, le maître aux États-Unis en profite pour écrire une thèse de doctorat, et comme on ne permet pas d'écrire une thèse de doctorat à Harvard College Observatory, il s'inscrit au MIT, et au MIT, il rédige une thèse, qui d'ailleurs n'est pas publiée à l'heure actuelle, sur le champ de gravitation à l'intérieur d'une sphère, donc d'une sphère, on pourrait dire, remplie de matière, mais de densité. Disons, on pourrait dire, c'est la détermination du champ de gravitation à l'intérieur d'une sphère inhomogène, si vous voulez. Bon. C'est la généralisation du problème que Schwarzschild, en 1916, avait regardé, du problème intérieur de Schwarzschild. Quel est le champ de gravitation à l'intérieur d'une étoile? Et Schwarzschild avait considéré le cas homogène, et en fait, Eddington, comme beaucoup d'autres, de Dondon d'ailleurs, qu'il cite dans les premières lignes de sa thèse, eh bien, Eddington et d'autres avaient été surpris par le fait qu'on a une singularité dans la solution intérieure, c'est-à-dire que si vous augmentez la taille de l'étoile à un certain moment, pour un certain rayon, la pression devient infinie au centre, et ça posait une question. Il y a quelque chose qui se passe, et est-ce qu'on peut éviter cette singularité? Et Eddington avait dit à le maître, eh bien, essayez de modifier le problème. Alors ça revient à prendre quelque chose d'inhomogène au lieu d'homogène, mais techniquement, ça revient à dire, la densité n'est pas un invariant relativiste, essayez plutôt quelque chose qui serait un invariant relativiste et qui est la trace du tenseur énergie-impulsion. Bon, peu importe, ça c'est pour les physiciens, mais donc ça revient à prendre ça comme point de départ. Le maître travaille et trouve qu'il y a encore des singularités embêtantes, et sa thèse l'amène à quelque chose d'intéressant. Dans sa thèse, il retrouve deux cas particuliers qui correspondent à l'univers d'Einstein statique, sphérique, et d'autre part à l'univers vide de De Sitter. Donc en 1916, Schwarzschild avait fait son travail sur les singularités
hein, liés au champ de gravitation d'une sphère, si vous voulez. Mais en 1917, l'année d'après, Einstein et De Sitter trouvent deux modèles cosmologiques dans les équations d'Einstein. D'une part, un univers sphérique statique, hein, de masse constante, et d'autre part, De Sitter trouve une solution des équations d'Einstein correspondant à un univers vide, mais qui, pourrait-on dire, fait semblant d'être en expansion. C'est-à-dire, si vous introduisez des masses tests, alors elle s'écarte dans un certain système de coordonnées, et donc on pourrait dire il y a quelque chose de dynamique dans l'univers de De Sitter, mais il n'y a pas de matière. Donc c'est quelque chose qui embêtait d'ailleurs Eddington, mais le maître trouve dans sa thèse qu'on peut avoir des solutions qui, d'une certaine manière, interpolent entre les deux solutions. Et le maître travaille beaucoup à ça, et il travaille aussi sur l'univers de De Sitter lui-même. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que ce n'est pas suffisamment dit, c'est que l'idée d'un univers en expansion germe de son travail sur l'univers de De Sitter. Il a rencontré lors d'un colloque au Canada Zilberstein. Zilberstein est un astronome qui travaille sur les vitesses des objets célestes, et il a accumulé un certain nombre de données sur les décalages vers le rouge ou vers le bleu des objets célestes, et il en a déduit qu'il pourrait y avoir une explication qui serait l'expansion de l'univers. Alors, Zilberstein s'est d'une certaine manière trompé à deux titres, mais il faut lui rendre cela, c'est qu'il avait déjà l'idée d'un univers en expansion expliquant le décalage vers le rouge, hein, ou le bleu des objets. C'est qu'il a confondu, il a pris tout ce qui tombait sous sa main d'astronome, il a confondu galaxie et amas globulaire, si vous voulez. Donc il a des décalages vers le rouge et vers le bleu. Il y a des corps qui s'éloignent comme les galaxies lointaines, mais il y a des corps qui se rapprochent aussi. Et donc il a confondu les deux, et il utilise l'univers de De Sitter en essayant dans le fond, d'utiliser cet univers vide, mais avec l'idée que comme il est dans un certain système de coordonnées en expansion, il pourrait y avoir une explication, vous voyez, à ce phénomène du décalage vers le rouge. Bon. Alors ça a marqué le maître, et le maître, en travaillant sur l'espace de De Sitter, vous voyez, dit ceci. Bon, l'effet Doppler a la valeur numérique donnée par Zilberstein, mais vous voyez, but no way is found, mais aucune manière n'est trouvée pour introduire le double signe, c'est-à-dire plus ou moins, c'est-à-dire expansion ou contraction. On ne trouve pas la moyen de faire ça dans le travail de Zilberstein. Mais ce qui est intéressant, c'est le caractère non statique de cet univers. Voilà. Alors, Eddington avait dit, effectivement, c'est un avantage, parce que si l'univers est non statique, alors on aurait une explication du décalage vers le rouge, par exemple, des spectres de galaxies, mais la géométrie euclidienne qui était utilisée pour les coordonnées qui étaient utilisées pour décrire à ce moment-là l'univers de De Sitter est quelque chose qui ne satisfaisait pas le maître, puisqu'il fallait avoir une géométrie courbe pour rendre compte des effets massifs de la relativité générale. Bon. Mais c'est de là que vient, si vous voulez, que va germer l'idée chez le maître qu'effectivement, on pourrait, à partir de solutions de la relativité générale, expliquer ce que les astronomes découvraient de plus en plus. Et le maître a, durant son année 24-25, et surtout 25, fait tout un tour des États-Unis en récoltant dans chacun des grands observatoires, hein, vous voyez ici Yerkes, mais vous avez Lick, le mont Wilson, Lovell, où était Slipher, il récolte des données sur les distances et les vitesses des galaxies. Alors, le maître, juste avant de retourner à Louvain, en 25, assiste à une conférence de Henry Norris Russell, qui est un des collaborateurs de Hubble à George Washington University, et là, il entend parler de la découverte des CFI dans la nébuleuse d'Andromède et des résultats sur des liens éventuels entre la vitesse et la distance des nébuleuses. Donc, juste avant de retourner à Louvain, il est devenu, si vous voulez, un astronome professionnel avec toutes les données d'observation les plus au point à l'époque, et il est aussi devenu, après Cambridge et le MIT,
il est devenu un spécialiste de la relativité générale. La contribution majeure de Lemaitre va être de mettre ensemble les observations et les solutions de la relativité générale pour donner l'explication de la loi de Hubble, qui elle-même, évidemment, n'est pas appelée comme ça à l'époque, puisque Hubble n'a pas encore publié ses résultats. Hubble publiera seulement ses résultats en 1929. Mais c'est en 1927 que Lemaitre, dans un papier célèbre, qui est publié dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles, en français, va donner l'explication, la première fois, l'explication de la loi de Hubble. Donc, en disant, comme vous le savez, ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est l'univers qui gonfle et qui crée de l'espace entre les galaxies. Et dans ce papier, Lemaitre choisit un modèle d'univers qui gonfle de manière exponentielle. Alors, Lemaitre avait à sa disposition, déjà à cette époque-là, ça date de sa thèse, il avait déjà pratiquement trouvé toutes les solutions correspondant à des univers homogènes et isotropes. Alors, il ne savait pas, à l'époque, 27, il ne savait pas que quelques années avant, 3 ans avant, 3 ou 4 ans avant, Friedman, le mathématicien et météorologiste russe, avait lui aussi trouvé des solutions d'univers en expansion et contraction, mais lui n'avait pas les données observationnelles, et Einstein avait émis des doutes sur la pertinence de sa publication. On sait que Einstein avait dit « ce n'est pas possible, dans mes équations il n'y a pas ce genre de solution », et ça avait ralenti d'une certaine manière le processus de diffusion des contributions de Friedman. C'est d'ailleurs seulement au congrès Solvay, en 1927, que Einstein va révéler à Lemaitre que Friedman avait trouvé des solutions similaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a des tas de solutions possibles, mais il choisit une solution exponentielle. Alors pourquoi choisit-il cela? Parce qu'en fait, la détermination de ce qu'on appellerait aujourd'hui la constante de Hubble, donc il y a une liaison entre la vitesse des objets lointains, des galaxies lointaines, et leur distance, V égale HD, et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. L'inverse de cette constante a les dimensions d'un temps. Et ce temps caractéristique, on peut le représenter sur ce graphe ici. Bon, mais la détermination à l'époque n'était pas précise. Et donc la constante de Hubble était estimée autour de 620, je crois que dans l'article de Lemaitre, c'est 625 km par seconde et par mégaparsec. Et 625, si vous faites l'inverse de ça, on trouve un temps caractéristique de l'ordre, je pense, de 1 milliard d'années, ce qui était beaucoup plus petit que l'âge de la Terre ou du système solaire déterminé par les géologues à l'époque. Et donc, Lemaitre s'est dit, je ne peux pas prendre ça comme âge de l'univers, c'est pas le temps d'expansion de l'univers depuis un point, depuis un commencement. Je vais prendre la solution qu'on appelle aujourd'hui Eddington-Lemaitre, qui renvoie un commencement à moins l'infini. Alors cette solution présente deux avantages. Elle interpole entre les deux cosmologies connues. Et Lemaitre est très content, parce que dans sa thèse, il a trouvé ces deux solutions et il avait des interpolations, mais statiques à l'époque. Ici, c'est une interpolation dynamique, pourrait-on dire, parce qu'à l'infini dans le passé, vous voyez, comme il y a une asymptote horizontale, c'est un peu comme si l'univers ne bougeait pas. Ceci, ce sont les distances entre deux objets dans l'univers, ceci, c'est le temps. Ici, c'est un univers qui ne bouge pas en fonction du temps. C'est l'univers statique d'Einstein. Une fois que l'univers gonfle, le volume devient infini, comme la masse est constante, la densité tend vers zéro, et là on retrouve l'univers vide, mais faisant semblant d'être en expansion de De Sitter. Et donc Lemaitre est très content parce qu'il a retrouvé une manière de connecter les deux cosmologies qui sont à la mode à l'époque, si vous voulez. Deuxième chose, il n'a pas besoin de poser un commencement de l'univers. Et plus tard, quand on lui, bien sûr, comme on va de plus en plus lui reprocher, étant prêtre, d'avoir développé des idées cosmologiques pour récupérer la cosmologie dans le giron, la physique dans le giron de la théologie, Georges Lemaitre, qui avait un humour, un très grand humour, et disait toujours oui mais non, on ne peut pas me reprocher ça, parce que mon premier modèle d'univers n'a pas de création ni jugement dernier, disait-il en rigolant.
Donc l'humour de Lemaître est aussi quelque chose de... Bon, maintenant, l'infini, vous voyez, le statut de l'infini chez Lemaître est aussi à discuter. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Lemaître, en 1919, donc j'ai dit que 1919, il avait fait une maîtrise en physique, en mathématiques, hein, enfin, les deux étant liés à l'époque, mais en même temps, il a fait un baccalauréat, un bachelor, si vous voulez, en philosophie, à l'Institut supérieur de philosophie. Et j'y reviendrai, mais ça a marqué la vie de Lemaître, parce que là, Lemaître, dans le fond, s'imprègne de philosophie aristotélicienne, et thomiste, mais aussi aristotélicienne, puisque c'est le fondement du thomisme. Et Lemaître, par rapport à l'infini, par exemple, vous savez que chez Aristote, Aristote refuse, dans le fond, de prendre un infini actuel. L'univers ne peut pas être infini au sens d'un infini actuel. Il n'y a pas d'infini actuel empirique chez Aristote. Et ça c'est quelque chose qui, chez Lemaître, va rester quelque chose de très marquant. Jamais il n'admettra la possibilité d'un univers infini. Alors vous pourriez me dire, oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est ici? C'est une temporalité infinie. Mais Lemaître adoptait par rapport à l'infini une position qui est proche de celle d'Aristote, de dire, mais c'est un infini potentiel, et ce n'est pas un infini actuel. Donc, il ne faut pas se méprendre sur, évidemment, la conception que Lemaître avait de l'infini. Là, il restera étonnamment très, très aristotélicien. Allant même jusqu'à dire, dans l'hypothèse d'atome primitif, que si c'était infini, alors il ne voyait pas comment l'esprit humain pouvait entièrement dominer l'univers. Donc c'est une question de commensurabilité de l'esprit humain vis-à-vis de l'univers. Ce qui est, aujourd'hui, on dirait, mais c'est curieux, parce que l'esprit du mathématicien peut, dans le fond, traiter l'infini, etc. Mais il y a comme une sorte de réserve aristotélicienne, pourrait-on dire, chez Lemaître, qui l'empêche de croire en l'infini actuel. Bon, alors, Lemaître va rencontrer Einstein au congrès Solvay, et grâce à Picard, à Auguste Picard, que vous voyez là, donc si vous avez une collection du Patriote illustré, vous allez voir 1933, il y a ici une photo conjointe, donc je n'ai pas mis deux photos, mais c'est la même page du Patriote illustré, 29 janvier 1933, où on voit donc Lemaître et Einstein, et les deux frères Picard, et Picard a demandé, a proposé à Lemaître de le suivre, d'ailleurs pour faire visiter le laboratoire au Sorbonne de son laboratoire à Einstein. Et dans le taxi, ça c'est quelque chose qui est bien connu, Lemaître s'est risqué à dire à Einstein, bon, est-ce que vous avez lu mon papier de 1927? En fait, Einstein l'a lu grâce à un ami qui lui a passé, et donc il y a la célèbre phrase de Einstein à Lemaître, oui, j'ai lu votre article, vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable, parce que, pourquoi? Mais parce que Einstein ne peut pas croire, peut pas croire qu'il y ait des solutions dynamiques qui donnent une sorte d'histoire à l'univers. Alors, apparemment, Picard a été un peu indisposé par le froid qui régnait entre les deux hommes, et bon, il a commencé à parler en allemand. À ce moment-là, Lemaître, ne maîtrisant pas l'allemand, il n'a plus pu rien dire, et pendant 3 ans, il y a eu une sorte de silence autour du travail de Lemaître. Jusqu'au moment où, en 1930, Eddington a proposé, a dit, mais il faudrait quand même qu'on trouve une explication à ce qui était devenu la loi de Hubble, puisqu'en 1929, Hubble avait publié ses résultats. Et Lemaître est un peu irrité, de Louvain, il écrit à Eddington en disant, mais enfin, c'est pas possible, ça fait 3 ans que moi j'ai la solution, en plus je vous ai envoyé le papier, Eddington se rend compte qu'il ne l'a pas lu, effectivement, il va le lire, il va en parler à De Sitter, à ce moment-là, c'est Lemaître va être connu de la communauté des astronomes, et sa contribution est reconnue. Même Einstein se rend à l'évidence, il y a quelque chose dans le papier de Lemaître qu'on ne peut pas éliminer. Bon, maintenant, vous avez vu, dans la contribution de Lemaître, il n'y a rien sur le commencement, sur une question d'origine ou de commencement de l'univers. Mais ça ne veut pas dire pour ça que Lemaître n'était pas intéressé par ça. Je vous ai dit, dès la guerre, il réfléchit sur des représentations d'une cosmologie, etc. Bon. Donc, il y a quelque chose en arrière-fond chez lui qui essaye de penser ça. Ça, c'est indubitable. Alors, qu'est-ce qui va mener Lemaître à s'intéresser à la question, justement, du commencement de l'univers? Eh bien, c'est de nouveau une rencontre qu'il a faite aux États-Unis avec Millikan. En 1925, il va au Caltech, il rencontre Millikan,
Et Millikan, à ce moment-là, s'occupe de rayons cosmiques et de l'origine des rayons cosmiques. Et vous savez peut-être que Millikan avait une hypothèse fausse sur les rayons cosmiques. Il ne croyait pas que les rayons cosmiques étaient des particules chargées, mais il croyait que c'était du rayonnement électromagnétique uniquement, et qui était produit par un phénomène de fusion de particules dans l'univers. Il y avait une sorte de processus hypothétique de rencontre de particules qui fusionnaient ensemble, seulement d'ailleurs électrons et protons, puisqu'on ne connaissait pas le neutron à l'époque, et le défaut de masse était relâché, et Millikan disait ça, c'est le rayon cosmique. Alors pourquoi il avait pensé à ça? Pour une drôle de raison, c'est que Millikan, qui d'une certaine manière est... Bon, Millikan est protestant, il a soutenu la science, il est même intervenu dans les fameuses questions liées au darwinisme pour défendre les professeurs qui soutenaient le darwinisme contre des fondamentalistes créationnistes, etc. Mais, donc il est tout à fait, si vous voulez, un défenseur de la science, mais curieusement, sur la question du second principe de la thermodynamique, il y a une sorte de peur chez Millikan que la mort thermodynamique soit finalement quelque chose qui ne serait alors plus compatible avec ce qu'il pensait d'une eschatologie, etc. Bon. Et vous savez que la question du second principe a joué dans les deux sens, les uns récupérant la question du second principe pour en faire une preuve de l'existence de Dieu par la contingence de l'univers, les autres ayant peur que le second principe porte atteinte à l'éternité des lois et de la figure de l'univers. Et Millikan, d'une certaine manière, a essayé d'inventer un processus de reconstitution de l'ordre à l'intérieur de l'univers. Donc, à partir du rayonnement de la matière apparaît, des particules se matérialisent, ces particules se rencontrent mystérieusement à certains points de l'univers, larguent un défaut de masse, et c'est ça, les rayons cosmiques. Une fois que ce rayonnement est diffusé dans l'univers, eh bien, il peut rematérialiser des particules, etc. Bon. Processus que d'ailleurs on retrouve chez Arrhenius aussi, mais pour une toute autre raison, puisqu'il n'est pas dans la même sphère idéologique que Millikan. Mais le maître est impressionné par cette idée, et il ne reprend pas les idées de Millikan concernant le second principe, ou la fin du monde, etc., mais il est impressionné par le fait qu'au départ, la matière pourrait jaillir d'un paquet de rayonnements. Et c'est quelque chose qui est, si vous regardez le maître, il y a des tas de petits indices qui montrent que depuis la guerre de 14, le maître s'intéresse à l'origine, l'essence même de la matière, et que, d'une certaine manière, il pense que cette origine vient d'un paquet de rayonnements. À la fin de son article de 27, il y a un petit paragraphe, si vous allez le lire, qui n'a absolument rien à voir avec le reste de l'article, dans lequel le maître se dit « Mais pourquoi l'univers est-il en expansion? Quelle est la cause ?» Et il introduit là, subitement, quelque chose qui serait, il dit « Mais c'est peut-être la pression de radiation. Des radiations qui circulent dans l'univers et dont la pression ferait l'expansion. » Or, vous ne trouvez dans l'article aucun argument scientifique pour fonder ça. C'est une espèce d'allusion, on ne sait pas d'où ça vient, mais si on regarde ce qu'il a produit après, on se rend compte qu'il y avait quand même une idée chez le maître que toute la matière devait surgir du rayonnement. Et ce paquet de rayonnement devient le quantum initial, devient l'atome primitif. On est en 30 et il dit on pourrait admettre que la lumière a été l'état originel de la matière et que toute la matière s'est condensée en étoiles, s'est formée par le processus proposé par Millikan. C'est quelque chose qui n'est jamais cité, ça. Et alors les gens font une espèce ont une conception alors du modèle de le maître de l'atome primitif comme s'il jaillissait un peu ex nihilo. Non, le maître pense, il y a quelque chose chez le maître qui, en arrière-fond, l'amène à ça. Alors quel va être le déclencheur de l'hypothèse de l'atome primitif? C'est la remarque d'Eddington qui, considérant l'univers en expansion, dit oui mais enfin si on passe le film à l'envers, on devrait se retrouver de fait dans une situation qui serait le commencement de l'ordre présent. Mais il dit, pour moi, c'est répugnant. Pourquoi? Parce que, en fait, Eddington est un Quaker, et chez les Quakers, on n'admet pas de mélanger une révélation religieuse avec quelque chose qui serait une description du monde. Non, cette révélation est purement spirituelle, intérieure, etc., ne doit pas être mélangée avec autre chose. Et sur le plan philosophique, d'ailleurs, Eddington est kantien, donc il distingue très fort l'ordre de la raison théorique
description des phénomènes par l'entendement, etc., de la raison pratique, des questions éthiques et voire des questions métaphysiques. Il y a une séparation. Bon. Et donc, Eddington dit non, c'est pas possible. Le commencement, ça doit être une idée religieuse ou métaphysique. On ne peut pas l'admettre dans la physique. D'ailleurs, il dit, en tant que savant, c'est dans La nature du monde physique, très très beau livre d'ailleurs, en tant que savant, je ne crois pas purement et simplement que l'ordre causal des choses se soit mis en route d'un seul coup. Je n'accepte pas volontiers la discontinuité qu'on implique ici dans la nature divine. Donc, qu'est-ce qui doit se passer dans la nature divine pour que quelque chose commence? Non, c'est pas possible, on ne peut pas penser ce commencement, on ne peut pas admettre ça. Bon. Et, chose curieuse, la réponse vient de Lemaître dans un article dans Nature qui porte pratiquement un titre symétrique à celui de Eddington, dans lequel il dit la chose suivante, c'est que lui ne trouve absolument pas répugnant l'idée d'un commencement. Alors, c'est un peu le paradoxe, c'est le maître prêtre, si vous voulez, qui, dans le fond, pour la première fois, sécularise la notion de commencement. Parce que si on lit bien, si vous voulez, il y a deux choses qu'on peut lire. Il y a une chose qui est un peu la trace de l'humour de Lemaître. Il dit, mais comment on peut trouver ça répugnant, puisqu'on n'a pas accès à la physique des premiers moments. Ça, c'est... Il y a de l'humour là-dedans. On n'a pas ce qu'il faudrait pour comprendre les tout premiers instants, si vous voulez. Donc, on ne peut pas dire que c'est répugnant. Mais la deuxième chose importante de cet article-là, c'est de dire on peut penser à un commencement qui ne soit absolument pas quelque chose lié à la théologie ou à la métaphysique, etc. Le maître va reprendre l'argument en disant ben, on pourrait imaginer que, de fait, c'est une singularité initiale. L'espace s'est recroquevillé et à un certain moment, comme il dit poétiquement, on atteint ce jour qui n'avait pas d'hier, parce que hier, il n'y avait pas d'espace. L'espace a étranglé le temps, mais ça n'a absolument rien à voir avec la théologie ou la métaphysique, si vous voulez. Et non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas que ça ne pose pas de question peut-être, et ça en pose, mais le maître dit, il y a une manière simplement physique de poser la question. Donc on pourrait dire, c'est lui qui sécularise la notion de commencement. Et curieusement, par une sorte de paradoxe, ce sont d'une certaine manière ses adversaires, vous voyez, qui vont l'accuser de vouloir récupérer cette notion à l'intérieur de la théologie, qui d'une certaine manière produiront des arguments de type un peu métaphysique. Tandis que lui, le maître, va adopter une position de repli qui dit, mais non, on peut faire ça uniquement en physicien. Il y a une notion de commencement qui est simplement celle du physicien. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ces conférences, ici j'ai remis un petit extrait, mais l'argument de Lemaître, c'est de dire on peut décrire le commencement par des notions, bon, singularité initiale, mais de la relativité générale, mais aussi par des notions de type thermodynamique, puisqu'il associe le commencement à un état de basse entropie. Bon, alors, on peut discuter beaucoup de choses, mais ce qu'on retient, c'est simplement que le maître a voulu simplement discuter de ça d'un point de vue scientifique. Alors, j'ai remis ici les graphes que le maître avait fait avant, donc montrant que le maître avait toutes les solutions d'univers homogène et isotrope, et à partir de 1931, il va choisir le modèle que nous avons aujourd'hui, qui est le modèle d'un univers qui d'abord décélère avec une phase un peu quasi stationnaire et puis une accélération, et le maître va associer ce modèle à l'idée d'un commencement naturel, dit-il, de l'univers. Alors, la question de l'âge de l'univers, il l'adaptait justement en ayant maintenu dans son modèle la constante cosmologique. Et il va toute sa vie défendre l'idée qu'il faut maintenir une valeur positive non nulle de la constante cosmologique, disant déjà en 1931 qu'en dessous de cette constante cosmologique, il doit y avoir quelque chose qui est lié à de la nouvelle physique et lié à la mécanique quantique, dira-t-il. Bon, lui ne s'est pas jamais intéressé à la mécanique quantique, il n'y a absolument rien sur la mécanique quantique chez Lemaître, sauf un petit article en 25, ou non, en début 30 sur les relations de l'incertitude de Heisenberg, mais Lemaître va maintenir ça, et on sait aujourd'hui le lien entre ça et l'énergie noire. Donc Lemaître avait raison de maintenir ça, mais la constante cosmologique lui permettait aussi
d'augmenter la phase quasi-stationnaire pour adapter à l'âge de l'univers, qu'il estimait d'ailleurs à peu près 10 milliards d'années. Alors, le maître va discuter de ça avec Einstein. Ils s'étaient brouillés, mais ils se sont réconciliés, puisque quand Einstein a essayé de rentrer en Allemagne et qu'il a été, sa tête était mise à prix par les nazis, bon, la famille royale belge a protégé Einstein, l'a mis à De Haan, au Coq, dans une villa, et Einstein a donné des conférences ici à Bruxelles, entre autres à la Fondation universitaire. Et comme pratiquement, enfin, il y a un journal dans lequel, bruxellois, qui a posé la question à Einstein, est-ce que, il y avait une assemblée de 200 personnes, est-ce que quelqu'un a compris ce que vous avez dit? Et Einstein a dit, ben non, non, personne n'a compris. Ah si, 2 personnes, Théophile de Donder peut-être, et Georges Lemaître certainement. Donc comme c'était une personne qui avec de Donder le comprenait, ils ont commencé à discuter, ils sont devenus de bons amis, même si leur position était antagoniste. Parce que si Einstein a accepté l'idée d'un univers en expansion, la question du commencement restait problématique. Et Lemaître raconte quelque part que quand, à Pasadena, il discutait avec Einstein, Einstein lui disait « J'aime pas du tout votre histoire de l'atome primitif. Ça sent trop la création. C'est de la physique de Curie. » Et en fait, Lemaître, il a dit à Lemaître « Cherchez un moyen d'expédier la singularité initiale. Et changer les hypothèses sur l'univers pour que la singularité initiale s'évacue. » Et il lui a conseillé de regarder les univers phénix, ces univers oscillants, en disant « Si vous introduisiez une anisotropie, pour les physiciens, c'est si vous preniez un espace de Bianchi, homogène mais anisotrope, alors vous pourriez évacuer la singularité. » Le maître a calculé, et en une nuit, il a dit non, la singularité reste, on ne peut pas passer à travers. Mais la confusion, si vous voulez, dans la discussion d'Einstein, Einstein est persuadé que le commencement, c'est la création. Et le maître, lui, défend une position en disant non, c'est un commencement purement physique, purement naturel. Alors il a des réflexions très intéressantes là-dessus. Je n'ai pas le temps ici parce que je ne veux pas abuser de votre patience, mais ce qui est sûr, c'est il ne confond pas création et commencement. Pour lui, commencement, c'est un état décrit par la physique ou les mathématiques. 2, le commencement ne s'identifie pas nécessairement pour lui, avec l'émergence de l'espace et du temps. Donc, il y a quelque chose qui est, chez Lemaître, il y a l'idée que espace et temps pourraient être des grandeurs dérivées. On peut discuter, mais pour lui, si vous voulez, l'atome primitif est un état qui est mathématiquement ou logiquement, pas chronologiquement évidemment, mais logiquement antérieur à l'émergence de l'espace et du temps. L'espace et le temps n'arrivant que comme des grandeurs statistiques, dit-il. Alors on peut discuter, on va discuter de ça probablement, mais pour lui, si vous voulez, le début du temps, si vous voulez, ne coïncide pas nécessairement avec une sorte de commencement absolu, non. Il peut y avoir quelque chose qui est un état logiquement antérieur à l'espace et le temps. 2, la singularité initiale pour lui n'est pas absolue. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un état où on n'a pas de singularité initiale. Donc le maître n'était pas dérangé par le fait que si on n'avait pas de Big Bang, ça ne l'aurait pas dérangé, si vous voulez. Bon. Alors, pourquoi? Et j'en viens simplement, et je termine par là, à la discussion de la philosophie sous-jacente, la lecture philosophique qu'il avait dans son hypothèse de l'atome primitif, qui a été rédigée dans ce bel ouvrage en 1945. Eh bien, ce qu'il y a en dessous comme lecture philosophique de ce fameux modèle avec la singularité initiale, et ce beau modèle de Lemaître, ce qui est en dessous aussi des arguments qu'il va donner à Einstein et à un certain nombre d'autres opposants, dont Bondy, Hoyle et Gaulle, puisque dès 1948, ne trouvant pas des arguments probants pour un début très dense, très chaud de l'univers, une nouvelle cosmologie va apparaître, qui va évincer pendant un temps la cosmologie de Lemaître. Donc Lemaître va discuter souvent avec Hoyle, ils étaient de nouveau antagonistes au niveau des idées, mais de très bons amis, puisqu'ils partaient souvent en vacances ensemble. Mais l'argument va revenir toujours, quelle est la place, si vous voulez, des convictions, quelle est la place de la métaphysique
là-dedans? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Qu'est-ce que le maître faisait de ça? Alors, il est clair qu'il y a parfois chez le maître des choses qui sont un peu ambiguës. Donc, au bout de l'article où il sécularise la notion de commencement, il avait prévu d'ajouter un petit passage disant « Je pense que quiconque croit en un être suprême, soutenant que chaque être et chaque action, etc., croit aussi que Dieu est essentiellement caché et on peut se réjouir de voir comment la physique actuelle fournit un voile cachant la création. » Donc, d'une certaine manière, il y a à la fois l'idée d'une sécularisation, mais bien sûr, pour le maître, la création est maintenue, mais il y a une sorte de voile qui empêche de poser cette question-là. Alors, le voile, c'est une allusion, finalement, à Pascal, qui est probablement le seul auteur qui lit et cite régulièrement, qui parle du Dieu caché. Deus absconditus, le Dieu caché, sur lequel le maître revient souvent. Bon. Donc, se pose la question de savoir, mais comment le maître faisait-il pour à la fois maintenir ses convictions en un Dieu créateur, et à la fois une position qui sécularisait la notion de commencement. Alors là, il faut retourner à la formation de Lemaitre. La formation philosophique de Lemaitre, c'est l'Institut de philosophie, qui était à l'époque complètement néothomiste. Et aristotélicien et néothomiste. Bon. Lemaitre a lu et dû lire les écrits de Thomas d'Aquin. Alors, il a la conception de Thomas d'Aquin, de la création. La création n'est pas, pour Thomas d'Aquin, une question de commencement. C'est simplement, la création, c'est une relation métaphysique par laquelle Dieu soutient le monde dans son existence. Donc, ce n'est pas une question de commencement, c'est une question de dépendance ontologique, si vous voulez. C'est une relation par laquelle un créateur, un Dieu, pose le monde dans son être. Bon. Il y a donc chez Thomas, et ça le maître le sait, il l'invoque d'ailleurs dans une correspondance avec Pierre Couder, un astronome français qui avait fait les comptes rendus de son livre. Il sait que chez Thomas d'Aquin, il y a une différence entre création et commencement. Donc, pourquoi? Parce que chez Thomas d'Aquin, dans la somme théologique, Thomas d'Aquin dit, d'une certaine manière, que le monde n'ait pas toujours été, cela seul, la foi, peut le tenir. Alors, pourquoi? Thomas d'Aquin, dans la somme, dit, parce que vous ne pourriez jamais montrer de l'intérieur du cosmos que le cosmos a été produit par une cause extérieure au cosmos. Donc, ex parte ipsius mundi, donc des parties du monde eux-mêmes. Je ne peux pas m'extraire du monde, ce serait illogique, d'aller s'extraire à partir de méthodes purement physiques, naturelles, d'aller prouver quelque chose qui serait, par définition, en dehors de la nature. Et donc, curieusement, Thomas d'Aquin dit que le monde est jailli dans sa nouveauté, ex novitas mundi, d'ailleurs il le dit, eh bien, ça, sola fide tenetur. Et on ne peut pas le démontrer, Thomas d'Aquin, comme on ne peut pas démontrer que Dieu est Trinité. Demonstrare probari non potest sicut dictum est de mysterio trinitatis. Donc, Thomas d'Aquin dit, ça, ce n'est pas de l'ordre de la démonstration rationnelle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est le maître connaît ça, et il connaît le petit opuscule de Thomas d'Aquin, De Aeternitate Mundi, écrit en 1270, où Thomas d'Aquin réagit contre les franciscains qui, eux, prétendaient démontrer que le monde avait commencé. Bonaventure, Peckham, etc. Et Thomas d'Aquin a dit, mais non, il y a des philosophes qui ont montré qu'un monde créé pourrait très bien ne pas avoir commencé. Et ça, c'est la référence à Avicenne, qui se trouve dans l'œuvre de Thomas, et que le maître connaît bien. Il le cite d'ailleurs à Paul Couder, et il dit « Un monde créé pourrait très bien ne pas avoir commencé ». Parce que, d'une certaine manière, comme la création est une relation de dépendance ontologique, on peut imaginer qu'un monde avec une temporalité infinie, comme il existe depuis un temps infini, a dû être posé dans l'être pendant un temps infini. Et donc, d'une certaine manière, il y a deux manières de concevoir le rapport entre cause et effet, l'effet étant l'existence du monde. Avicenne avait dit, ça c'est dans la philosophie première d'Avicenne, traduit en latin, l'ordre des causalités est multiple, à savoir un ordre de durée, c'est une causalité dans le temps, et une causalité qui n'est pas dans le temps, et qui est une causalité métaphysique, si vous voulez. Et donc, on pourrait dire, Thomas
prend chez Avicenne l'idée qu'un monde peut être posé dans l'existence tout en ayant un passé infini et un futur infini. Et le maître intègre ça. Et il dit, mais un monde créé peut très bien ne pas avoir commencé. Donc l'idée d'un commencement peut être pleinement prise pour une notion complètement séculière, et on peut l'interpréter métaphysiquement, mais ça c'est d'un tout autre ordre. Et le maître va développer, d'une certaine manière, une sorte de vue dans laquelle le matérialiste et le croyant peuvent adopter une même position en tant que physicien par rapport au Big Bang, si vous voulez. Hein. Il dit, le matérialiste est libre, c'est dans le Congrès Solvay 58, le matérialiste est libre de nier tout être transcendant. Il peut prendre pour la singularité initiale la même attitude d'esprit qu'il a pu adopter pour des événements non singuliers d'espace-temps. Mais pour le croyant, elle exclut toute tentative de familiarité avec Dieu, telle que la chicnaude de Laplace, le doigt de jeans ou le briquet qui met le feu au Big Bang. Cela s'accorde avec la parole d'Isaïe, Isaïe 45:15, parlant du Dieu caché, caché même dès le début de la création. Autrement dit, le maître a développé une position dans laquelle le fait de ne pas faire de la métaphysique et de la théologie dans la cosmologie physique a un sens théologique. Pour lui, le faire, ce serait porter atteinte à la transcendance de Dieu, si vous voulez. Et on m'a raconté que dans fin des années 50, le maître avait fait une grande conférence à Louvain sur la cosmologie. Et alors c'était rempli de religieux, de religieuses, etc., au premier rang, évidemment. Et une religieuse s'est offusquée devant le maître que, mais enfin, je suis venu ici, vous avez fait un truc sur le début de l'univers, etc. Vous n'avez même pas parlé de Dieu. Et alors, le maître l'a regardé en rigolant, en disant, ma sœur, j'ai trop de respect pour Dieu que pour en faire une hypothèse de la physique. Et puis il a éclaté de rire. Et donc, ça c'est... Alors maintenant, il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut tenir totalement cette position-là, hein? Moi, ce que je montre, j'essaye de montrer ce qu'était la position de le maître. C'est clair que le maître pose, d'une certaine manière, de plus en plus une position qui ressemble au non-overlapping magisterium de Gould, d'une certaine manière. Mais, même si, bien entendu, le maître n'a pas la même position que Gould. Mais il ne sait pas. La question est de savoir si cette position des deux chemins est entièrement stable. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la maintenir ultimement, si vous voulez? Ça, c'est la question. Et on voit bien que ce n'est pas nécessairement si simple que ça, parce que est-ce que les deux choses sont complètement disconnectées d'un point de vue de la rationalité? Le risque peut-être avec la dissociation, ce serait de se retrouver devant des choses qui alors apparaissent complètement arbitraires d'un côté pour la raison. Donc la question se pose. Donc je ne prétends pas que la position des deux chemins de le maître soit nécessairement une position stable. Il a réussi par là à maintenir pour lui à la fois ses convictions et à la fois une autonomie et une défense du niveau proprement scientifique. Alors, cette position des deux chemins, vous voyez, l'unité chez le maître, c'est l'unité à l'intérieur de la personne. Mais ce n'est pas une unité de contenu, si vous voulez. C'est le même homme qui est à la fois le croyant et le physicien, mais au niveau des contenus rationnels, il fait une division. Et c'est ça qui l'a amené, je termine par là, à s'opposer au pape Pie XII en 51, puisque Pie XII avait, dans le discours oral Académie pontificale, essayé, dans un contexte qui est celui de l'encyclique Humani Generis, dans lequel il avait condamné les essais de pensée nouvelle en théologie, et il fallait bien qu'il donne un aspect plus positif. Et alors, le pape Pie XII a voulu faire plaisir aux astronomes, etc., en parlant des derniers développements de la cosmologie. Bon. Mais ça, il s'est mis tout le monde à dos, bien entendu, y compris Georges Lemaître. Parce que Georges Lemaître n'appréciait pas. D'abord, il n'est pas cité dans le discours. Donc, son hypothèse d'atome primitif est en filigrane, mais il n'est pas cité. C'est Whittaker qui est cité. Deuxièmement, le discours a des accents concordistes. Et puis, le maître ne supportait pas qu'on mette en avant une théorie qui n'avait pas été validée au niveau de l'observation. C'était surtout ça. Et en 1952, ayant appris que Pie XII allait remettre le couvert dans un discours du même type à l'Union astronomique internationale,
le maître est intervenu en demandant que le pape ne prononce plus rien du tout sur la question de l'origine de l'univers. Bon. Et ce qu'il a fait, alors, en filigrane de ce discours, c'est quelque chose qu'on a retrouvé assez récemment, la motivation du discours Un Hora n'est peut-être pas, est moins la question de mettre en avant une théorie de Lemaître pour des fins apologétiques, que, d'une certaine manière, une lutte contre la steady state cosmology. Parce que vous retrouvez dans le discours quasiment des parties d'un article du directeur de l'Observatoire du Vatican, Giovanni Stein, qui, malheureusement pour les historiens, ou pour les gens qui lisent ça superficiellement, est mort pratiquement juste au moment du discours de Pie XII. Et on ne s'est pas aperçu qu'on a fait référence au Connell, le successeur, mais on n'a pas vu que, en fait, l'ancien directeur avait écrit un article dont le titre est assez significatif, puisque c'est une création sans créateur. Et ce qu'il reprochait, c'était que la steady state cosmology, pour éviter la création au début, faisait une création continue de matière. Et donc, ils étaient indisposés par le fait qu'on avait une sorte de création sans créateur. Et c'est la motivation du discours Un Hora est là. Donc je termine en disant, le maître a certainement évolué, il a contribué à séculariser la notion de commencement. Philosophiquement, c'était basé sur un arrière-fond où, pour lui, création et commencement naturel étaient séparés. Ça, c'est l'arrière-fond thomiste. Une description purement naturelle du début de l'univers ne doit pas être confondue avec la question de la dépendance ontologique dont la métaphysique et la théologie parlent. Le maître en est arrivé à distinguer les deux plans. Conviction sans confusion, d'une certaine manière, mais la question reste posée, et probablement sera posée dans nos débats. Est-ce qu'une position comme ça est ultimement tenable, sachant que la rationalité ne peut pas vivre d'une certaine manière, de manière fracturée. Et donc, ultimement, la question reste posée, et le maître a certainement rendu un grand service en évitant les confusions et les mélanges de genres inconvenants. Il a d'ailleurs été respecté pour ça dans la communauté scientifique et philosophique, mais reste ouvert la question fondamentale de savoir est-ce qu'un discordisme radical qui évite un concordisme naïf est intellectuellement encore soutenable. Je vous remercie.